Donc pour cette deuxième intervention sur la traçabilité, on va avoir l'expérience de SNCF Voyageurs. Donc Charles François, je vous laisse la parole pour cette intervention. Merci, bonjour à tous. Donc je m'appelle Charles-François Vermèche, SNCF Voyageurs, anciennement SNCF Mobilité. Donc l'une des deux entreprises SNCF. On a maintenant depuis le 1er janvier SNCF Réseau qui est en charge de la maintenance de l'infrastructure et SNCF Voyageurs qui est en charge de la maintenance du matériel roulant. Et donc je suis en charge du déploiement du standard GS1 au sein de SNCF Voyageurs. Vaste programme que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Alors, en termes de chronologie du déroulement là, de la présentation, ce que je vous propose, c'est de commencer par quelques photos et l'état des lieux aujourd'hui de la traçabilité dans le ferroviaire. Ensuite, je vous partagerai l'organisation qu'on a mise en place dans l'entreprise pour avancer, pour se structurer. Et puis ensuite, 3 volets. Comment déployer le standard GS1 sur nos pièces de maintenance, comment déployer le GS1 sur nos véhicules, donc sur nos trains, comment détecter nos trains au défilé, par exemple. Et puis le dernier, qui n'est pas des moindres, qui est le déploiement du GS1 dans la filière ferroviaire. Puisque que nous, SNCF, on déploie GS1, c'est bien, mais le principal, c'est quand même que toute la filière s'y mette, adopte le standard et converge vers cette transformation numérique. Alors l'état des lieux, n'ayez pas peur, je vais vous montrer une photo qui n'est pas issue de Google, mais bien de Technicentre de maintenance. Voilà à quoi ressemble la traçabilité des pièces. En fait, à partir du moment où on n'a aucun standard qui existe, chaque fabricant, chaque fournisseur de pièces identifie son produit comme il veut, comme il peut, avec les outils qu'il a, avec le budget qu'il a, avec les spécifications techniques qu'il peut avoir de certains clients, ou parfois il n'y en a même pas. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des formats d'identifiants complètement disparates. On a des chiffres, des lettres, parfois c'est saisi à la main, parfois sur des codes barres, parfois ça fait 5 caractères, parfois on en a 15, parfois on en a 30. Donc tout ça engendre un certain nombre de problématiques, surtout qu'aujourd'hui, dans nos outils, on a encore beaucoup de saisies manuelles. Donc imaginez un opérateur qui a la pièce sous les yeux, il doit lui trouver sa référence article et son numéro de série. Je peux vous mettre à l'épreuve de trouver les bonnes réponses sur ces photos-là, je ne suis pas sûr que tout le monde y arrive. Et donc aujourd'hui, ça nous impacte vraiment très fort en termes de qualité, de retour d'expérience, de fiabilité des données. À partir du moment où les saisies sont manuelles, on se retrouve avec des erreurs de saisie, logiquement. Hein, par définition, les êtres humains sont source d'erreurs. Donc en termes de supply chain, on perd du temps à savoir quelle est la bonne référence sur ma pièce. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'était la bonne? Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est-à-dire que je suis devant la rame TGV, je lui dépose la clim, je la déclare dans mon système d'information comme une référence A. Elle est envoyée à l'atelier réparateur, et puis pas de chance, l'atelier réparateur qui a un ordre de fabrication pour réparer un symbole A, au moment où il la reçoit, c'est une référence B. Comment faire? Tout ça parce que, effectivement, on avait une petite cote légèrement différente que les opérateurs du terrain ne sont pas forcément à même de deviner et de savoir. Tout ça, ça crée aussi des écarts de configuration, c'est-à-dire qu'on a des pièces sécuritaires pour lesquelles on a l'obligation de savoir où elles sont montées, sur quel engin, sur quelle position, depuis quand et qu'est-ce qu'on en a fait depuis, et quand a-t-elle été déposée, quand a-t-elle été réparée, etc. Donc pour ces pièces-là qui sont sécuritaires, pour lesquelles on a un suivi légal obligatoire, on se retrouve avec, encore une fois, des écarts. Et puis, voilà, plus largement, en fait, un vrai manque de fiabilité de notre retour d'expérience. Dans nos bases de données, on se retrouve assez souvent, un peu trop, avec des doublons, avec des écarts. Et puis, en fait, si je reprends les photos, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a le fabricant de la pièce qui a sa propre référence. On a le constructeur, Alstom, Bombardier, CAF, bientôt, qui rajoute sa propre référence à eux, puisqu'on n'a pas de standard. Et nous, SNCF, on va rajouter encore la nôtre. Donc, parfois, sur une même pièce, on peut avoir 3 références différentes, 3 marquages différents. Et donc, pour retrouver l'historique de la traçabilité de la pièce depuis sa fabrication, c'est compliqué, on est toujours en train de chercher
sur des tableaux de correspondance, à savoir quelle est l'association entre ma référence SNCF, celle d'Alstom et celle du fabricant. Donc, on a un réel besoin, qui est celui-là, qui est d'abord de standardiser l'identification de nos pièces dans la filière ferroviaire. Une fois qu'on aura réussi à standardiser l'identification, on en profitera pour automatiser la lecture, capter la donnée, arrêter de saisir à la main tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'heure du XXIe siècle. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, la dernière étape, ce sera de pouvoir échanger les informations dans nos systèmes d'information respectifs, mais aussi à l'échelle de la filière. Peut-être qu'un fournisseur de clim aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on en fait de sa clim, où on l'a montée, et pour aussi lui permettre de monter en compétence, en qualité ses produits. Tout comme nous, exploitants, on aimerait bien avoir plus d'informations à certaines données des fabricants de pièces. Et donc, il y a quelques années, on a réalisé dans la filière un état des lieux des différents standards qui existaient. Et assez vite et assez naturellement, le choix du standard a été celui d'adopter le GS1, qui a pour but, comme vous le savez tous aujourd'hui, de déployer un langage commun et interopérable entre tous les acteurs et qui correspond réellement aux besoins exprimés par la filière. Ce que je vous propose avant de continuer, c'est de vous partager cette vidéo qui est en anglais et qui dure 4 minutes, qui est très bien faite, qui a été réalisée par les chemins de fer suisses et qui illustre à travers des Legos, vous verrez, l'ampleur des possibilités qu'offre le GS1 dans notre filière ferroviaire. Stopper la vidéo parce que j'ai pas de son. Tu ressors. Tu peux mettre le micro. Tout à l'heure, évidemment, ça fonctionnait très très bien. Je ne sais pas quoi faire. Avec le micro. Je ne sais pas. J'ai pas de son qui ressort. Je vais essayer avec ça, mais. Hein? On la voit pas en plus. C'est la totale. Franchement, je suis dégoûtée. Peut-être que si je fais un truc comme ça... Non, je sais pas. Je vais remettre là. J'ai même plus de... J'ai même plus de sortie là. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne me donner un coup de main là. Où ça? J'ai un peu de lien. Ça y est, voilà. J'ai pas passé la vidéo. J'ai pas de son. J'ai pas de son et j'ai pas de vidéo. On est en direct, c'est super. Tout est bon chez nous là. J'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionnait très très bien.
repasser sur la vidéo, sur la présentation, honnêtement. Voilà. Non, le lien ne marche pas. J'ai pas de vidéo, donc on va continuer. Je suis désolée, j'ai pas de... Non, ça fonctionne pas. J'ai pas de vidéo et j'ai surtout pas de son, quoi. Donc, je suis désolée, on va continuer la présentation. Dommage pour cette vidéo qu'on mettra bien évidemment en ligne et qui fonctionnera pour le lien. Désolée pour cette interruption. Du coup, je continue. Comment s'organiser au sein de SNCF Voyageurs, puisque GS1 est tout un programme et assez transverse à l'ensemble des entités de l'entreprise. Globalement, à partir de 2010-2011, SNCF était déjà très impliquée dans la démarche de standardisation, d'écriture des standards avec les chemins de fer suisses, avec la Deutsche Bahn, avec Knorr-Bremse. On a commencé à déployer des tags sur les véhicules, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, voilà, changement de personnes, changement d'organisation a fait que ça a baissé un petit peu en dynamique. Et en mars 2017 a été représentée la démarche en comité de direction du matériel, quand les chemins de fer suisses sont revenus vers nous en disant SNCF, qu'est-ce que vous faites? On a besoin de vous. Est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce qu'on n'y va pas? Et donc, suite au passage en comité de direction, la démarche a été tout de suite approuvée, sans aucune hésitation, et a demandé à ce qu'on nomme une personne qui pilote l'ensemble du programme et qu'on priorise le déploiement sur nos pièces de maintenance et sur les nouveaux projets d'acquisition de matériel neuf. Donc, ce qui a impacté mon arrivée, on va dire, à ce poste fin 2017. Et puis assez vite, on a mis en place une équipe projet avec des référents techniques, RFID, avec une équipe technique en charge des lecteurs, avec une équipe de développement, puisque l'idée c'est qu'on puisse développer en interne à SNCF l'ensemble des applications qui vont permettre d'utiliser le standard GS1. Alors assez vite, quelques questions qu'on s'est posées. L'adoption du GS1, on a coché la case, c'était bon. Assez vite, on s'est dit, quelle technologie ? Code barre, QR code, data matrix, RFID. On a assez vite convergé vers ces deux technologies-là. Le data matrix qui a pour l'avantage de pouvoir scanner la pièce et supprimer la saisie manuelle, donc qui répond déjà à une bonne partie de nos besoins. Par contre, un petit inconvénient, c'est qu'on peut lire a priori qu'une pièce à la fois. Alors qu'avec une puce RFID, UHF, on peut être amené à lire la pièce à des distances plus élevées, on peut imaginer des inventaires de stock, on peut imaginer de lire, de scanner la pièce dans des environnements sombres, sales, etc. On a continué notre réflexion et on a consulté des fournisseurs de tags, de lecteurs. On a essayé de savoir un petit peu quel était l'état du marché, quelles solutions de marquage existent, quel type de lecteur existe, quel fournisseur serait en mesure de nous accompagner. Et puis on a continué pour monter en compétences et en puissance. On a fait pas mal de benchmarks. On a été voir Decathlon. Hervé Dalouin est là et présentera tout à l'heure voilà, toute la démarche. Ça nous a éclairé vraiment beaucoup sur la technologie de la RFID, même si le choix d'un tag RFID qu'on peut trouver sur une paire de baskets n'a rien à voir avec le choix du tag qu'on aura à faire sur nos pièces qui sont montées à bord de nos trains. N'empêche que la technologie nous a éclairé, on s'est dit faut y aller, et ce serait dommage de ne pas y aller tout de suite. Donc on se dit la cible dans l'adoption du GS1 et le type de marquage de nos pièces, c'est qu'on ait un marquage avec plusieurs technos en fait, qu'on ait le data matrix, qu'on ait le code GS1 inscrit en clair, et puis qu'on ait une puce RFID UHF. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant T où on se parle, on n'a aujourd'hui chez nous aucune application SNCF qui permette de lire un tag RFID, tout simplement, mais que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avec tous les programmes de digitalisation, d'industrie 4.0, on est persuadé qu'on aura intérêt à avoir ça sur nos pièces. Et plutôt que de déployer aujourd'hui un data matrix et dans 2 ans dire « ah ben mince, on aurait dû mettre de la RFID », dans la stratégie, on se dit on anticipe les futurs besoins et on y va comme ça. Ça, c'est la cible.
On est conscient aussi que ce ne sera pas possible partout, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on aimerait avoir. Et donc, on a 3 axes de déploiement. Le premier, c'est le déploiement du GS1 sur les pièces qu'on a en service chez nous, SNCF, ce qu'on appelle le MRO, pour mettre en qualité l'existant. Le deuxième axe, c'est l'identification des véhicules. Aujourd'hui, on a des vrais besoins de détecter le passage d'un train devant un banc automatisé de maintenance, devant une machine à laver, devant tout un tas d'autres systèmes. Et on a une norme vraiment spécifique au déploiement des tags RFID sur les véhicules dans le ferroviaire, qui est en cours de publication. Mais je sais, j'ai l'impression de dire ça depuis 2 ans, puisque les délais de normalisation sont longs, mais je sais qu'on y est presque. Et le troisième axe, et pas des moindres, c'est l'intégration du GS1 dans tous les nouveaux projets d'acquisition, pour tendre vers la livraison de pièces neuves, identifiées GS1 à la source, plutôt que ce que nous, on ait besoin de le faire en rétrofit. Et donc sur les pièces en service, on s'est posé beaucoup de questions. Une fois qu'on a dit GS1, ok, la technologie, on y va. Maintenant, quel type de pièces? Est-ce qu'on est ambitieux et on s'attaque à tous les chantiers en parallèle, les pièces consommables, les pièces réparables, les colis, etc., les outillages? Aujourd'hui, on se dit la priorité qu'on partage, nous, SNCF, mais aussi avec Alstom et d'autres acteurs de la filière, c'est de commencer par les pièces qui sont suivies en configuration, les pièces qui sont réparables et qu'on est amené à remplacer en ligne sur nos trains, et les pièces qui sont aujourd'hui pas sérialisées, mais qu'on aimerait sérialiser. Donc plutôt que venir avec les lettres à frapper à l'ancienne, au marteau, avec un numéro de chiffre aléatoire, on va saisir ces opportunités-là pour mettre nos identifiants GS1 tout de suite. Une fois qu'on a dit ça, il a fallu qu'on génère nos codes GS1. Donc bien sûr, on est adhérent à GS1. On a du coup notre préfixe entreprise, notre GCP, et on est en mesure de générer nos codes GS1, GIAI, pour les connaisseurs. Et donc aujourd'hui, ça on sait faire. On génère nos codes, on commande des tags chez nos fournisseurs de tags, en leur fournissant la liste des codes à utiliser. Ils les impriment, ils les encodent, ils les marquent, et puis on les reçoit tels quels. Avec l'avantage du GIAI, c'est que étant un code qu'on incrémente de 1 en 1 et qui est non significatif, je peux à l'extrême venir avec ma palette de tags GS1, les déployer sur toutes mes pièces, sans réfléchir, sans appairer spécialement un identifiant GS1 à une pièce. Mais par contre, c'est vraiment au moment de la pause où on va lui dire ce numéro de série-là GS1, il est appairé à cette pièce-là. Donc c'est relativement simple et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à acquérir une imprimante de tags RFID pour pouvoir gagner un peu en autonomie et pouvoir les générer nous-mêmes dans nos ateliers de réparation. Ensuite, le plus gros du travail, c'est de réussir à mettre tous les acteurs autour de la table. L'ingénierie, l'atelier réparateur, les personnes qui vont avoir les pièces sous les yeux, qui vont devoir la réparer, qui vont devoir poser le tag, puisque le tag, il faut choisir le bon format, le bon mode de fixation, s'assurer que ça tienne dans le temps. Un tag qui est fixé sur un essieu ne sera pas le même que celui qui est fixé dans un boîtier, une armoire électrique à l'abri de tout, contrairement à des environnements sous caisse ou en toiture qui sont quand même beaucoup plus contraints. Et puis, une fois qu'on a défini le tag, le mode de fixation, il faut qu'on définisse la stratégie de déploiement. Et aujourd'hui, dans notre processus, on souhaite profiter de la réparation de nos pièces pour poser le tag et appairer le code GS1 à ce moment-là. Donc on est conscient qu'on est parti pour 10, 15, 20 ans de déploiement, c'est clair. Mais justement, pourquoi attendre? Il est urgent de ne plus attendre, il est urgent de commencer. Ce ne sera peut-être pas parfait, on n'avance pas à pas, mais il faut y aller. Et donc, voilà, la 4e phase que je vous ai déjà citée. On a une difficulté chez nous, c'est qu'on n'a pas un ERP ou un SAP unique qui fait tout. On a des dizaines d'applications différentes. C'est l'historique qui explique ça. Et ce qui rend les choses un peu plus difficiles. C'est que là où on peut intégrer un code GS1 dans une GMAO, potentiellement, on ne peut peut-être pas le faire avec une autre, parce que le champ est limité à 20 caractères. Avec le code GS1, il en fait 30 ou 35. Voilà, on est dans toutes ces questions-là actuellement.
Alors, quelques cas d'usage, les photos sont peut-être un petit peu petites, mais on a commencé à déployer sur nos pièces. Donc, la première ligne en haut, là, c'est des pièces qui n'étaient pas suivies au numéro de série, mais qu'on a choisi de sérialiser. Donc, on a déployé, pour le coup, un cas un peu particulier, des jetons NFC sur des pièces polyester, des fenêtres, des trappes de coffre, des portes, des toilettes, et oui, parce qu'il faut suivre aussi les toilettes et leur réparation. Ensuite, on a des pièces beaucoup plus sécuritaires qui sont suivies en configuration et qui nous posent problème aujourd'hui. Donc, on a déployé sur des panneaux de frein, sur des attelages qui permettent d'accoupler deux rames entre elles, des organes de transmission, de la clim. Et puis, je vous donnais l'exemple, je trouve que l'exemple est pas mal, des amortisseurs. Qu'est-ce qui ressemble plus à un amortisseur qu'à un autre amortisseur ? C'est compliqué. Donc on a beaucoup d'inversions, de ce qu'on appelle des inversions de référence. Ça veut dire que les agents qui déposent les amortisseurs des trains, ils sont perdus parce qu'en fait, ils se ressemblent tous et ils ont tous une référence différente. Donc ils ne se prennent pas trop la tête, excusez-moi de l'expression, mais ils saisissent la référence qu'ils ont sous le coude. Et puis quand ça arrive à l'atelier réparateur, tout est erroné puisque ce qu'ils doivent produire et réparer n'est pas conforme à ce qu'ils reçoivent. Donc on attaque aussi le déploiement par ce biais-là. Normalement, il y a une belle flèche ici, au milieu, qu'on voit un petit peu moins. C'est dommage. La roadmap qu'on s'est fixée, c'est qu'en fait, à fin 2018, on avait 19 symboles. Alors quand je dis symbole, c'est une référence article qui était identifié GS1. 2019, on a fait un gros saut de déploiement, de performance. On est arrivé à 150. Et puis, on s'est fixé comme objectif d'arriver à 500 à la fin de l'année 2020. Aujourd'hui où on se parle, on est à un peu moins de 200, donc on est en retard. On pourrait tout mettre sur le dos du Covid, mais c'est pas si simple que ça. Il y a d'autres raisons qu'on est en train d'analyser pour débloquer la machine. Et donc pour ça, justement, on a mis en place tout un tas d'outils qui nous permettent de suivre au quotidien le déploiement du GS1 sur nos pièces. À savoir qu'ici, on utilise des données d'une GMAO qui centralise l'ensemble des réparations de nos pièces. En filtrant sur le format du numéro de série qui est GS1, on arrive à savoir en temps réel le nombre de pièces qui sont identifiées GS1 et on est capable de les filtrer par référent technique pour avoir la vision purement ingénierie, à savoir quelles équipes d'ingénierie sont dans le mouvement et lesquelles sont un peu plus en retard. Et on a la vision, je suis désolé, c'est pas très visible, en bas à droite, qui est plutôt orientée par atelier de réparation. Ça permet vraiment de challenger les deux, et puis de se dire, là aujourd'hui on est en retard, qui est en avance, qui est en retard, on les challenge les uns après les autres, par tous les biais possibles, par la hiérarchie, par le terrain, en essayant de recenser les besoins métiers, et à un moment donné, par tous les biais, on arrivera bien à sensibiliser tout l'ensemble des acteurs. Voilà ce que je pouvais dire sur les pièces. Donc ça, je redis, c'est bien sur les pièces qu'on a nous en service, pour lesquelles on souhaite faire un saut de performance et une mise en qualité. Ensuite, on a le GS1 sur les véhicules. Aujourd'hui, on a besoin de détecter des rames devant nos bancs automatisés de maintenance, devant des machines à laver, puisque nos rames passent aussi en machine à laver, vous le savez. Et malgré qu'elles soient sales, parfois justement on a des besoins assez forts de Transilien par exemple qui nous disent les rames là qu'on met en service commercial, elles sont vraiment sales. Est-ce que vous pouvez me prouver qu'elles sont bien passées en machine avant d'être mises en service? Et donc c'est l'un des besoins on pourrait se dire que la RFID et le GS1 pourraient y répondre. Et donc la question qui se pose, c'est j'ai tous ces besoins qui émergent. Comment faire en sorte d'avoir quelque chose de standardisé pour éviter d'avoir un tag différent à chaque fois que j'ai un besoin différent, avec un encodage différent, avec une application différente. À un moment donné, on va se retrouver avec des trains en sapin de Noël avec des tags en tout genre qui ne communiqueront pas entre eux et qui créeront des interférences et des incompatibilités. Donc on a une norme européenne, EN 17230, qui spécifie exactement dans le ferroviaire comment déployer la RFID. C'est-à-dire qu'on a l'emplacement du tag qui est standardisé. On sait qu'il est à 1400 mm de hauteur, qu'il est en quinconce devant à gauche, derrière à droite des véhicules. Enfin,
Je vous passe un peu les détails. Et surtout, le plus important, au-delà de la hauteur du positionnement, c'est l'encodage. L'encodage, il est standardisé et en fait, il est basé sur 3 éléments. Le premier, c'est le préfixe entreprise de l'opérateur, du détenteur du matériel. Donc là, c'est vraiment là où GS1 intervient. Ensuite, on a le côté 1 ou 2 pour le côté gauche ou droite en fonction de là où on a positionné le tag. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'EVN, qui est l'immatriculation européenne du véhicule, qui est standardisée en Europe et qui fait 12 caractères. Ça veut dire que demain, j'ai une rame qui passe avec un encodage conforme à la norme. Je sais tout de suite dire, non pas que j'ai un train qui est passé, mais je ne sais pas trop lequel, mais je sais exactement quel véhicule vient de passer au défilé. Et ça, c'est un grand pas. On a fait un grand pas en avant et on a déjà déployé sur un certain nombre de parcs. Pour moi, ce tag, aussi simple soit-il, qu'il soit autocollant, durci, collé ou adhésif, peu importe, mais c'est vraiment ce qui fait le lien entre le bord et le sol, entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, entre SNCF Réseau et nos futurs concurrents. Donc, depuis 2012, on a commencé à déployer ces tags. On a environ 16 000 wagons de l'infra qui sont équipés de tags de ce type-là. Des tags plastiques durcis. On a des TER en Bretagne qui sont équipés du même tag, qui permettent d'être identifiés devant un banc acoustique qui détecte des défauts de roulement, par exemple. Fin 2019, on est arrivé à 100% du parc TGV équipé de ces tags. Et puis, on a l'ambition, d'ici fin 2022, d'avoir l'ensemble du parc Transilien équipé, puisque Transilien a fait le choix d'investir dans des nouveaux bancs automatisés de maintenance qui vont imposer l'utilisation de la RFID. Aujourd'hui, on a déjà des systèmes de localisation des trains, Lorient, GPS ou autres, mais qui ne sont pas suffisamment précis pour garantir la lecture du bon train qui est passé devant. On a déjà eu par le passé des écarts d'identification. Et si on détecte un défaut de roulement sur une rame qui est passée derrière plutôt que celle qui est passée devant, ça a des impacts sécuritaires non négligeables. Donc, et là où en 2012, on utilisait un PDA de ce type-là, on a aussi pérennisé un peu les choses et intégré une nouvelle application dans nos tablettes qui s'appelle Tagit, qu'on a développé en interne et qui permet d'encoder les tags suivant la norme, de les scanner, de les vérifier, et tout ça grâce à un lecteur RFID qui est connecté en Bluetooth à nos tablettes. Et j'ai encore des besoins qui émergent presque tous les jours en disant et combien ça coûte, et est-ce qu'on peut déployer des tags, et comment on fait, etc. Donc là, sur le volet... sur les tags, sur l'application d'encodage des tags, on est mature, on sait exactement là où on va. Sur la partie antenne fixe, on est encore en étude, en benchmark, on en teste plusieurs. Et puis une fois qu'on a l'antenne, il faut réussir aussi à capter la donnée et à communiquer, et à intégrer tout ça dans nos systèmes d'information. Et donc le dernier volet, c'est la démarche d'adoption dans la filière ferroviaire. Alors concrètement, en 2019, dans le contrat stratégique de la filière ferroviaire, on a 3 axes stratégiques qui sont cités, dont l'un des 3 est entouré en rouge, concerne la codification unique des pièces et des équipements au sein de la filière. Donc ça, c'est quelque chose qui est signé par le ministre des Transports, par Fer de France, et donc ça montre... C'est pour ça que ça me semblait important de vous partager cette vue-là. Ça montre que ce n'est pas un choix, une volonté SNCF, ce n'est pas un choix, une lobby ou une envie de quelqu'un d'Alstom ou de quelqu'un en Suisse. C'est bien une démarche filière qui est en train de s'opérer et qu'on doit accompagner le mieux possible. Parce que c'est nouveau, on part de rien. On ne dit pas on est déjà tous GS1 et on veut déployer la RFID, c'est qu'on part de rien. Donc il faut déjà convaincre tout le monde d'adopter le standard, il faut convaincre tout le monde de faire évoluer ces systèmes d'information, il faut convaincre tout le monde de l'intérêt qu'on a à parler le même langage. Et tout ça, si ce n'est pas tracé à un moment à un plus haut niveau, ce sera difficile. Donc on y travaille et on travaille avec la Fédération des industries ferroviaires pour que ce soit porté à l'ensemble des acteurs du ferroviaire. Et donc on sent là maintenant qu'on est vraiment sur une belle dynamique.
2017, c'était le début. 2018, on a commencé à mener des expérimentations. Et puis 2019, ça y est, on y va. En fait, dans l'idée, on a un projet qui est le projet TGV 2020, alors qui s'appelle maintenant TGV-M, TGV du futur. On l'appelle comme on veut, mais dans les médias, on entend plutôt TGV-M maintenant. C'est le premier projet dans lequel on a spécifié qu'on voulait du GS1 sur toutes les pièces. Quand je dis on, c'est SNCF avec Alstom. C'est vraiment une volonté commune d'aller dans ce sens-là. Et maintenant, Alstom est en train de consulter l'ensemble de ses fournisseurs de pièces pour avoir un marquage GS1 tout de suite. Donc sur un périmètre bien défini. Et pour ça, Alstom est accompagné de Corollo, qui a pour objectif, avec mes mots, d'accompagner le plus possible les fournisseurs à l'adoption de GS1. C'est qu'est-ce que c'est que GS1 ? Pourquoi on adopte ? Comment on fait pour adhérer ? Comment on fait pour générer les codes ? Et comment je fais pour vérifier que mon étiquette GS1 que je génère pour la première fois, il est bien conforme ? Comment aider un maximum de fournisseurs à avancer ? C'est pas de tout dire, j'ai mis mon GS1 dans le cahier des charges, maintenant débrouillez-vous. On peut pas, c'est pas possible. Donc il y a vraiment cet accompagnement qui est nécessaire. En plus du projet TGV-M, on a un projet qui est de responsabilité RATP qui a fait le choix en fin d'année dernière ou début d'année 2020 d'intégrer les GS1 aussi dans son cahier des charges. Donc SNCF Voyageurs, Deutsche Bahn, Chemin de fer suisse, RATP, Alstom, Bombardier. On travaille avec des fabricants comme Siemens, Fevele, Wabtec, Valdune et d'autres encore. Et SNCF Réseau, merci Diana, qui a également rejoint la démarche GS1. Et donc, en parallèle de ces cahiers des charges de matériel neuf, on organise des expérimentations à travers un projet qui est déjà en cours, qui est le RER Nouvelle Génération. C'est vraiment, on a une opportunité de tester des tags, des pièces, des codes avec des fournisseurs qui ont envie d'avancer, qui ont envie de tester des choses. Donc on est en phase là d'expérimentation avant de basculer à un moment donné sur quelque chose de plus contractuel. Et puis on anime des workshops avec l'ensemble des acteurs pour là aussi partager les avancées, partager les bonnes pratiques, les choix de tags, la techno. Et puis là, on a fait le choix de découper ces workshops en plusieurs sous-groupes par thématique pour continuer. Et puis, en dernier point, cette volonté d'instruire cette démarche dans les plus hautes instances. Ce qu'on aimerait, c'est que l'ensemble des cahiers des charges des nouveaux projets intègrent GS1. On a parlé de TGVM, on a parlé d'un nouveau projet MING, AMI Nouvelle Génération, peu importe, RATP. On a la Société du Grand Paris. On est à l'affût de tous les nouveaux projets de ce type-là pour essayer de profiter de la démarche, de la dynamique pour y aller. Et ça, c'est valable en France, mais aussi en Europe, en Inde, en Australie. Donc ça bouge. On est en train de, je dis souvent, d'écrire une page de l'histoire du ferroviaire. Et donc pour conclure, voilà, un petit rappel des 4 étapes. En fait, ce qu'on se dit, c'est que la première étape, c'est de réussir à faire adhérer tout le monde. C'est de réussir à avoir des pièces qui sont identifiées GS1. Une fois qu'elles seront identifiées GS1 et qu'on pourra les scanner avec des outils de lecture qu'on peut appeler modernes, smartphone, tablette, lecteur, on pourra intégrer tout ça dans nos systèmes d'information, on pourra partager des informations dans la filière et ensuite, on pourra multiplier les cas d'usage. C'est là la richesse et à la fois la difficulté, c'est de se dire que GS1 en soi, c'est pas une fin, c'est que le début d'une longue histoire. De mettre un marquage GS1, c'est bien. Mais le gain et le ROI et la plus-value qu'on aura, c'est de tout ce qu'on pourra en faire. Donc c'est tout ce qu'on met en œuvre a pour but de convaincre l'ensemble des acteurs au plus haut niveau pour se dire qu'à partir du moment où on parlera tous GS1, on pourra imaginer plein de besoins. Et la présentation de tout à l'heure l'a montré clairement. S'il n'y a pas de GS1, on ne peut pas déployer ce genre d'application qui garantit une certaine interopérabilité. Donc le discours qu'on passe et que j'essaye de passer, c'est ne perdons pas de temps, allons-y,
On a déjà des années de retard dans la traçabilité des pièces quand on voit les photos. Hein. C'est peut-être pas parfait. Parfois on aura de la RFID, parfois on n'en aura pas, mais c'est pas grave. Allons-y. Voilà.